Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Samuel Bernier-Lavigne. Il est professeur agrégé à l'école d'architecture de l'Université de Laval. Il est également fondateur du Fab Lab et AUL et directeur du XFab. Au travers de ses multiples expériences à New York, Zurich ou encore Amsterdam, Samuel a travaillé sur de nombreux projets allant de l'échelle de l'objet à celle de l'urbain. Il détient un doctorat en architecture, théorie, conception et fabrication numérique. Ses recherches portent sur le développement des nouvelles technologies en architecture et la question de la haute résolution. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps et je vais donc laisser la parole à Samuel. Donc, bonjour à tous. D'abord, merci Colline pour l'introduction. Un immense merci à Élodie et Jacques pour l'invitation. Donc, c'est un grand plaisir de participer à ce premier symposium HitLab. Donc, comme il a été mentionné dans l'introduction, en fait, je suis professeur agrégé à l'École d'architecture de l'Université Laval à Québec, donc d'où l'accent. Et en fait, on va mettre ça au clair tout de suite en commençant. Et j'ai pensé en fait vous entretenir sur les liens que j'établis finalement entre la recherche, la pratique et l'expérimentation comme étant finalement les trois thèmes du symposium. Donc on verra d'abord dans le début de la présentation comment j'intègre ces choses donc à travers la création du Fab Lab et à travers mon enseignement. Pour ensuite regarder finalement comment j'intègre ces choses-là dans la recherche. Donc la recherche par la pratique, où on fait la recherche par le projet, comme on a discuté beaucoup hier. Ensuite, la recherche par l'expérimentation. Donc, vous allez voir, je suis dans des eaux un peu plus spéculatives. Ça suit assez bien la conférence de Manuel. J'ai peut-être un petit peu moins de diapos, donc ça risque d'être un petit peu moins long, mais tout de même. Et ensuite, la recherche sur la pratique. Donc, on verra ça dans quelques instants. Alors, donc, la première chose que j'ai faite, en fait, quand j'ai été engagé comme professeur en 2014, j'ai décidé de mettre sur pied le laboratoire de fabrication numérique de l'École d'architecture. Donc, il faut savoir que j'ai été engagé dans une école qui était somme toute assez traditionnelle et définitivement en retard sur des nouvelles technologies par rapport, entre autres, à nos voisins du Sud ou par rapport à l'IAC dont on voyait précédemment. Et donc, il fallait vraiment établir une infrastructure assez rapide pour être en mesure de supporter éventuellement l'enseignement, la recherche et l'expérimentation à venir. Donc, je pense que vous êtes déjà un peu familier avec cette notion de fabrication numérique, mais en fait, ça permet de réaliser donc des objets qui sont initialement modélisés dans des logiciels 3D et de les réaliser finalement de différentes façons, dans différentes matérialités selon les différentes machines et qui permet soudainement d'ouvrir le champ des possibles au point de vue de la variation, au point de vue du sur-mesure. Et donc, on voit ici, par exemple, les résultats d'une découpe laser là, que vous connaissez probablement assez bien. Une fraiseuse CNC, donc, qui vont éliminer de la matière à partir d'un tout pour éventuellement réaliser l'objet. Et ensuite, l'impression 3D, qui est clairement la méthode la plus connue, disons, du grand public, où on va inverser cette relation et on va fabriquer l'objet couche par couche en additionnant finalement de la matière. Donc, que ce soit, par exemple, de la poudre de plâtre, qui va être solidifié avec une tête d'impression avec colle et couleur, ou éventuellement un fil de plastique qui sera chauffé et imprimé. Et à ça, on peut maintenant ajouter tout ce qui est scanner 3D, donc qui permet de capturer finalement des objets à travers un maillage très fin et très précis. Et je travaille aussi actuellement à faire l'acquisition de bras robotisés pour commencer à développer cette espèce de fabrication collaborative à plus grande échelle, éventuellement dans le futur. Donc le Fab Lab, en fait, comporte une dizaine de machines et continue de croître d'année en année. Mais au-delà, en fait, de l'infrastructure machine, ce qui est intéressant avec ce lab, c'est en fait l'équipe que ça a créée. Et on voit ici nos scans 3D officiels de 2019. Donc, je suis parti d'une contrainte un peu bête, c'est-à-dire que quand j'ai voulu fonder le lab, l'école n'avait pas nécessairement les ressources nécessaires pour engager, par exemple, des techniciens et tout mettre ça en place. Mais pour moi, c'était vraiment important de ne pas être freiné par ça et de tout de suite me lancer. Donc, la stratégie que j'ai adoptée, ou en fait le plan, ça a été de former des équipes étudiantes. Donc, ils étaient 4 la première année, ils sont maintenant plus de 30 à s'impliquer à chaque année dans le Fab Lab. Pour éventuellement devenir finalement les spécialistes de chacune des machines, autant dans leur fonctionnement que dans leur maintien, et qui servent aussi à faire le pont avec le reste de la population étudiante pour fabriquer éventuellement leurs différentes maquettes lors de l'évolution de leur projet. Donc tout ça a permis de développer un sentiment d'appartenance très fort
de la part des étudiants envers le Fab Lab, qui assure en fait sa pérennité à travers les années et à travers les cohortes. Donc, il faut savoir en fait que la moyenne d'implication, disons, d'un étudiant, c'est à peu près 2 ans. Donc, c'est généralement les années qui sont lorsqu'ils sont au master. Donc, il y a un roulement très grand d'une année à l'autre dans le changement de l'équipe, ce qui fait en sorte qu'il y a une espèce d'enseignement très continuel à faire pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Et aussi, au-delà de ça, ce que ça a créé, en fait, ça a généré une sorte d'engouement pour l'expérimentation et la recherche chez les étudiants. Donc, ce qui m'a amené éventuellement à créer l'année dernière le XFAB, qui est une filière de recherche-création et d'expérimentation architecturale en lien avec le Fab Lab. Et donc, maintenant, c'est un petit groupe de recherche. Donc, j'ai 5 étudiants qui font des maîtrises de recherche en sciences de l'architecture pour exploiter finalement les potentiels de ces nouvelles technologies de conception et de fabrication numérique. Donc, des fois, on fait dans la recherche théorique, dans la recherche technique et dans la recherche par projet en architecture. Donc, avant de passer à la partie plus recherche, je vais montrer en fait quelques exemples rapidement de l'intégration du numérique dans l'enseignement grâce à l'implantation du Fab Lab. Donc, l'enseignement numérique à l'école d'architecture débute par mon cours que j'ai fondé enfin en 2e année, qui s'intitule Introduction à la conception numérique, qui explore à la fois la brève histoire du numérique en architecture, mais c'est aussi un cours où les étudiants finalement vont apprendre à maîtriser finalement les différents outils donc de modélisation numérique et paramétrique. Donc on parle de Rhino, on parle de Grasshopper, là, on a vu des images dans les 2 présentations précédentes de ça. Mais aussi éventuellement, ils vont explorer les outils de rendu et bien sûr les machines de fabrication. Et donc le premier contact que j'effectue entre les étudiants et ces technologies se passe à travers l'idée d'une remodélisation d'un bâtiment numérique existant, donc pour qu'ils puissent être en mesure finalement de s'immerger dans les possibilités de l'outil sans nécessairement se prendre les pieds dans la conception, dans les problèmes conceptuels. Et donc, ça fait en sorte aussi qu'ils arrivent à comprendre assez rapidement les qualités possibles donc de la production des maquettes fabriquées numériquement. Et là, je vous ai mis les métropoles Parasol, puisque Jürgen était ici à pareille date l'an passé. Donc, voilà. On voit à peu près le résultat qui est produit. J'enseigne aussi le numérique à la maîtrise en architecture. Donc, la façon que ça fonctionne à Québec, à l'école d'architecture, c'est qu'on a des concentrations à la maîtrise. Donc, les étudiants ont à choisir, par exemple, le projet urbain, le projet, par exemple, habitat et culture, numérique, etc. Et donc, dans la concentration numérique, on pousse des projets, donc, vraiment à travers l'idée de recherche-création et on essaie de développer finalement des projets d'un peu plus grande envergure. Et à l'été 2017, en fait, j'ai été contacté par la directrice du Musée national des beaux-arts du Québec pour mettre en place, en fait, un projet collaboratif avec mes étudiants de maîtrise pour le tout premier gala philanthropique du MNBAC, donc le Musée national des beaux-arts. Et donc, l'idée était de poursuivre un peu la vague philanthropique qui avait mené éventuellement à la réalisation de ce nouveau bâtiment, qui est le pavillon Pierre Lassonde, donc le nouveau bâtiment du musée. Qui a été réalisé en fait par Shoei Shigematsu de OMA New York. Donc pour les étudiants, c'est l'occasion de réaliser éventuellement un projet d'architecture éphémère à l'échelle 1-1 et de collaborer avec une grande institution qui est le Musée national des beaux-arts et aussi à travers collaborer avec son architecte. Donc, il venait tout juste de terminer le Met Gala. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est une grande fête là, aux États-Unis, à New York, etc. Et donc, c'est un peu de reprendre cette logique-là, bien sûr à une plus petite échelle à Québec quand même. Et collaborer aussi avec un grand nombre d'intervenants, finalement, dans le milieu artistique. Donc, le musée, en fait, la commande du musée, si vous voulez, souhaitait une série d'installations éphémères qui allait ponctuer donc, le parcours des philanthropes lors du déroulement de la soirée du gala. Et donc, comme premier exercice pédagogique et en fait de recherche d'idées, dans l'atelier, j'aurais fait faire ce que j'appelle une purge conceptuelle, c'est-à-dire que dans un court laps de temps, les étudiants avaient à sortir littéralement 100 idées, de les mettre sur la table et ensuite de les analyser, les critiquer, les confronter et éventuellement élaborer à partir de celles qui éventuellement en valaient davantage la peine, pour ensuite finalement créer 4 équipes dans l'atelier et faire un concours à l'interne pour éventuellement développer le tout. Donc, de ces 100 idées a émergé 4 concepts.
qui était beaucoup basé sur l'idée de l'expérience sensorielle des matériaux. Donc, on partait nécessairement avec, je dirais, un budget assez limité. Donc, il y avait déjà une logique de réalisation très concrète à tenir compte. Donc, on voit, par exemple, les matériaux qui étaient mis de l'avant, donc soit un film miroir, des fins voiles transparents, des films dichroïques qui filtrent en fait la lumière et qui la diffusent avec certaines couleurs, et éventuellement des éléments gonflés. Tout ça était bien sûr organisé en forme, en espace et en structure selon les outils paramétriques et numériques. Et on voit en fait aussi une série d'étapes qui allaient évoluer dans la séquence spatiale de la soirée, donc avec en haut à gauche qui était l'entrée extérieure, donc on entrait dans le pavillon central, donc l'ancien pavillon du musée, pour ensuite passer dans le tunnel qui nous mène au nouveau pavillon pour arriver finalement dans cet escalier monumental et pour finir la soirée dans le grand hall avec la réception. Donc ça, c'était en fait les 4 concepts. Et la critique, en fait, il y a eu une première critique intermédiaire qui s'est déroulée dans les bureaux de OMA à New York, donc lors de notre voyage d'études, ce qui est en fait une expérience quand même assez intéressante pour les étudiants et définitivement un peu stressante pour eux aussi. Donc de présenter devant l'architecte du projet dans lequel ils vont faire un projet pour s'y intégrer. Donc c'est toujours quand même quelque chose d'assez intéressant à voir. Et finalement, à la critique finale, tout ça, tous les intervenants se sont réunis finalement à l'école d'architecture pour en fait, discuter, tester et éprouver l'ensemble des 4 projets. Et comme on peut voir, en fait, Shoei définitivement voulait essayer tous les éléments de mobilier pour s'assurer que tout ça fonctionnait, même les éléments qui semblaient peut-être un peu plus bancals à première vue. Et donc, le jury a en fait permis de déterminer les gagnants qui auront ensuite la chance de réaliser leur installation dans le musée le soir du gala. Et donc, le projet gagnant, dont 3 étudiants, en fait, sont venus en Erasmus à Montpellier en 2016-2017. Donc, vous avez bien poursuivi leur formation, quand même. Et donc, ils proposaient de jouer avec cette idée du film miroir pour exprimer, en fait, l'œuvre philanthropique à travers le froissement graduel de cette matière. Donc, en passant d'un reflet personnel, où, en fait, ça représente finalement le don vers l'œuvre philanthropique, éventuellement à créer une espèce de pièce maîtresse qui allait venir englober cet escalier monumental du musée. Donc, créer une sorte d'écrin autour de cet escalier qui correspond soudainement à l'œuvre collective qui émerge en fait de l'ensemble des gestes philanthropiques. Donc, on ne voit plus le reflet personnel, on voit une espèce de reflet qui est flou où on sent que la collectivité a pris le dessus sur le don personnel. Et en fait, tout ce qui était, la structure était définie par des assemblages, là, somme toute assez simples, de matériaux communs, avec des montants d'aluminium, le positionnement des poinçons horizontaux qui étaient déterminés, ou en fait définis de façon paramétrique, là, avec les outils numériques pour définir éventuellement la résultante. Et donc, à partir du moment où les gagnants furent déterminés, l'ensemble de l'atelier a fusionné en une sorte de méga équipe pour en fait éventuellement développer les aspects donc plus techniques. Donc, autant à la fois les dessins d'atelier que la production de prototypes, donc à différentes échelles jusqu'à l'échelle 1-1 pour s'assurer finalement que tout ça pouvait être éventuellement réalisé, testé et amélioré pour éventuellement réduire le nombre de surprises en chantier. Bien sûr, bien que tout ça peut avoir l'air assez simple à réaliser, enfin, on a découvert un peu sur place que ça reste, somme toute, assez complexe que de construire quelque chose dans un environnement aussi pur qu'un musée, aussi pristine comme on le voit ici, et surtout quand il faut s'assurer qu'une fois que l'installation est enlevée, qu'on n'y laisse aucune trace. Donc, c'est quelque chose qui a été quand même assez complexe à gérer. Et il fallait aussi gérer le fait que finalement le musée restait ouvert pendant la construction. Donc, c'était quand même quelque chose de pas si facile que ça. Mais au final, en fait, le tout a été tout de même mené à bien. Donc, on voit le résultat ici avec ces deux relations donc à la réflexion. Donc, l'extérieur de l'écrin, donc de la boîte, si vous voulez, qui englobe l'escalier, qui est complètement miroir. Et une fois ensuite qu'on vient englober cet escalier, on vient complètement changer, si vous voulez, la spatialité qui avait été initialement prévue par l'architecte où il voulait un escalier complètement ouvert sur le hall, sur l'extérieur. Et là, soudainement, en venant le refermer, c'est comme si on venait finalement éventuellement isoler cet élément architectural-là et le magnifier d'un point de vue, en fait, au point de vue de la puissance architecturale. L'image de gauche, en fait, on se trouve dans le passage souterrain, donc de l'ancien pavillon au nouveau pavillon Pierre Lassonde, qui était en fait la deuxième étape, si vous voulez, dans le parcours philanthropique de la soirée.
où était finalement suspendu cette espèce de film miroir comme ça, où à chaque fois que en fait, quelqu'un passait, il venait qu'à se déformer, créant une espèce de froissement métallique, en construisant et déconstruisant les reflets des gens qui y passaient et générer aussi une série de reflets de la lumière sur l'architecture. Et donc tout ça devenait excessivement immersif très très rapidement et avec finalement très peu d'efforts. Et à droite, en fait, on voit un zoom sur les jeux et les reflets entre le lisse et le froissé qu'on pouvait éventuellement voir dans plusieurs parties de l'installation. Et bien sûr, on parlait de célébration, n'est-ce pas? La nécessaire photo de célébration en fin de projet, donc dans l'atelier, en fait, dans le musée. Donc, la deuxième partie de cette conférence, en fait, aborde cette idée du thème en fait, de la recherche par la pratique ou peut-être plus par le projet, si vous voulez, qui sont à la fois parfois des projets de concours, parfois des propositions de projets qui viennent par des contrats de recherche et voire même éventuellement des explorations qui sont plus spéculatives et théoriques afin d'approfondir donc certains sujets de recherche. Donc, je débute avec un premier projet de concours, donc, qui est intitulé Fields of Gold, qui est développé en 2015 en collaboration avec Étienne Bernier, architecte, que certains d'entre vous connaissez bien. Et donc, c'est un projet de concours pour les paysages en dialogue à Québec. Donc, c'est un projet qui s'est mérité une mention du jury. Et le point de départ était un peu cette fascination pour certaines œuvres de William Turner qui arrive à faire finalement d'incroyables reconstructions du paysage à travers son médium. Donc pour Turner, c'était pas nécessairement il essayait pas de peindre selon les règles de l'art de son époque, mais il essayait plutôt de peindre finalement ce qu'il voyait, donc c'est-à-dire les éléments, la lumière, le vide. Et c'est un peu le défi qu'on s'était donné pour la conception finalement de notre projet, c'est-à-dire de construire avec ces éléments. Donc lumière, horizon, ciel, berge, eau, etc., pour entraîner finalement les visiteurs à redécouvrir le paysage existant par une expérience multisensorielle et spatiale. Donc on voit ici une image finalement qui représente un peu la vue du site que l'on avait, donc une vue panoramique qui est définitivement déformée, mais bien sûr qui donnait ce rapport aux berges et aux fleuves très présent. Donc là on est à marée basse, si vous voulez. On avait rapidement compris en fait qu'il y a un accent particulier qui se dégageait de l'interaction entre la végétation des berges et la lumière du soleil. Donc il nous rappelait finalement un peu ces atmosphères des tableaux de Turner. Et on voulait donc par la mise en forme de cette relation architecturale, en fait de cette relation dans notre intervention architecturale, déstabiliser, si vous voulez, le regard et la perception du passant, pour l'amener finalement à se construire son propre paysage et en l'éloignant finalement des certitudes acquises, puisque c'est un paysage qu'il voit tous les jours et la routine nous amène à finalement perdre un peu de cette magie. Donc on essayait de ramener ça un peu dans le projet. Donc le programme en fait du concours, c'était de proposer des belvédères, donc le long du fleuve Saint-Laurent, donc pour redonner éventuellement accès à l'eau au grand public. Belvédère proposé dans notre cas là, qui s'insérait à l'Anse-Cap-Rouge, donc sur une fine pointe de terrain qu'on voit ici qui s'avançait vers le fleuve et où finalement les visiteurs étaient appelés à suivre cette espèce d'enveloppe qui émergeait du sol pour graduellement finalement découvrir les vues à la fois sur le Tracel, là, qui est cette infrastructure ferroviaire très connue à Québec qu'on voit dans le fond de l'image, pour ensuite venir découvrir par exemple les ponts de la ville qui sont plus loin et le fleuve et finalement en dernier recours finalement tout ce paysage des berges qui se trouve finalement à nos pieds. Et donc l'organisation du projet génère une sorte d'espace de transition donc à travers une descente topographique intérieure qui nous mène au bord de l'eau et celle-ci est recouverte d'une espèce d'enveloppe poreuse qui laisse finalement graduellement apparaître les vues. Et donc de cette enveloppe, il y a une grande partie du travail qui a été fait là-dessus, donc au point de vue du développement, je dirais de la recherche à travers les outils numériques. Donc, il vient révéler partiellement l'horizon en s'ouvrant à travers des rotations donc, paramétriques qui sont informées par les vues du site. Ça implique en fait que l'enveloppe de ce pavillon-là est subdivisée à travers une série de panneaux, finalement, à travers qu'ils ont tous la même largeur, mais que leur hauteur est variable et leur rotation est aussi variable selon s'il y a quelque chose éventuellement à voir et comment on arrive à le découvrir. Et donc, on prend possession de ces outils-là pour éventuellement jouer sur les perceptions de l'espace. Et il y avait tout un travail aussi au point de vue de la finition et du travail des panneaux à travers donc 6 degrés
de réflexion différents. Donc, quand le panneau était finalement à l'horizontale, il y avait une espèce de réflexion parfaitement miroir, et plus il était en rotation, plus il devenait flou, et plus on retrouvait finalement les qualités des peintures de Turner à travers le jeu de cette réflexion. Et une fois à l'intérieur, l'architecture propose finalement aux visiteurs de se construire ce nouveau paysage mental de l'environnement finalement qui l'entoure. Et tout l'interstice qui est généré finalement à travers ce jeu paramétrique de la façade entraîne finalement la lumière à pénétrer à l'intérieur et créer une série d'atmosphères à travers les ombres qui sont projetées sur cette topographie qui nous mène éventuellement à la descente à l'eau. Et donc, tout ce flou-là visait à stimuler, si vous voulez, l'imagination du visiteur en faisant appel, bien sûr, à ses émotions afin qu'il puisse éventuellement se laisser flotter dans les champs dorés là, qui mènent sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, le deuxième projet est né en fait d'une collaboration de recherche. Donc, on rentre un peu plus dans la recherche, disons, un peu plus institutionnelle, si vous voulez. Donc, une collaboration de recherche qui s'est faite avec mon collègue Gianpiero Moretti, qui est prof à l'école d'architecture, et deux collègues ingénieurs qui enseignent à l'Université Laval, donc Luca Sorelli et David Conciatore. Et donc, la ville nous a contactés en nous offrant finalement un contrat de recherche pour réfléchir à une esquisse d'une passerelle piétonne et cycliste qui mettrait de l'avant finalement les qualités en fait, ou les possibilités, disons, du béton fibré ultra haute performance. Donc, ce qu'on appelle BFUP ou éventuellement ductal si vous collaborez avec Lafarge. Donc, une matérialité que je pense que vous connaissez bien ici avec le pont de Ricciotti et la gare de TGV que je n'ai pas eu la chance de voir, mais ma foi, j'ai vu quelques images préalablement. Et donc, d'un point de vue urbain, en fait, on cherchait à connecter finalement le quartier Limoilou, donc pour ceux qui ne connaissent pas Québec, c'est le quartier qui est au nord, avec un nouvel écoquartier qui prenait naissance finalement dans ce parc au centre de l'image. Une connexion finalement qui se faisait par le prolongement d'une des rues en une passerelle survolant la rivière Saint-Charles. Donc, bien qu'à première vue, ça peut sembler un peu contre-intuitif que de développer une passerelle en BFUP pour un écoquartier. En fait, nous faisions la démonstration que sur le long terme, l'utilisation d'une telle matérialité, en fait, est très juste. Entre autres par des analyses de cycle de vie approfondies. Donc, il y avait un collègue avec qui dans l'équipe, qui est un spécialiste finalement de ces analyses-là, et il exprimait en fait à quel point c'est difficile de mettre une date de péremption, si vous voulez, sur une structure en BFUP, puisqu'en fait, c'est un matériau qui est extrêmement résistant d'un point de vue structurel, mais aussi, en fait, qui est non poreux, donc qui est protégé des intempéries. Et donc, pour Québec, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a énormément de périodes de gel-dégel. Donc, en fait, toutes nos infrastructures béton qui ont été construites dans les années 70 sont tous, en fait, à refaire parce que finalement, l'eau s'infiltre, ça gèle, ça explose, etc. Et donc, le BFUP pouvait éventuellement amener quelque chose de plus intéressant de ce point de vue-là. Donc, la stratégie architecturale suivait aussi cette voie plus écologique en tentant de minimiser l'utilisation de la matière pour arriver éventuellement à réaliser la passerelle. Donc, j'ai mis en place une sorte de boucle rétroactive entre l'architecture et l'ingénierie en mettant sur pied donc, un modèle paramétrique capable finalement de se modifier selon les efforts requis, là, donc comme c'est très simplement exprimé, disons, à l'écran. Donc, on débutait avec une forme initiale, c'est-à-dire finalement le design de l'architecte, si vous voulez, à laquelle on venait appliquer une distribution des charges pour ensuite analyser la répartition des efforts dans la forme et éventuellement venir modifier, si vous voulez, la topologie de la structure à travers finalement un jeu de perforation, donc d'élimination finalement de la matière. Et là, on crée cette boucle une fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à temps que finalement on obtienne une structure qui est à la fois performante pour l'ingénieur et à la fois intéressante pour l'architecte. Donc, voici à quoi ça ressemblait d'un point de vue, disons, plus concret. Là. Donc, avec des analyses par éléments finis du champ des contraintes et de la déformation, donc exagérée du comportement structural. Donc, ce qui nous a mené éventuellement à réfléchir, donc ça c'est un modèle d'éléments finis. Là. Donc, il y a un maillage super fin qui est créé sur la forme et à chaque point de ce maillage-là, on est en mesure finalement de calculer la répartition des charges et de le représenter visuellement. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent dans l'échange entre architecte et ingénieur parce qu'en fait, l'ingénieur comprend toutes ces choses et l'architecte est capable de vraiment bien percevoir à travers ce jeu visuel la représentation.
Et donc, ça nous a amené à développer finalement une espèce de logique de subdivision en losanges. Donc, on voit par exemple le plus gros losange qui était la base, et ensuite on pouvait subdiviser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour venir finalement ajuster la structure selon ses besoins pour arriver à quelque chose finalement d'assez performant. Et donc, tout ça finalement résulte en un long tube. Donc, la paroi en treillis se subdivise pour devenir en fait une sorte de fin tressage là, en bifup blanc, et dont l'arrimage sur les deux rives permettait finalement de redonner l'accès à la rivière aux citoyens. C'est quelque chose qui était souhaité finalement depuis très longtemps là, dans la ville. Et la passerelle connecte aussi finalement les deux pistes cyclables qui vont sur le long des berges. Ce qui permet finalement une augmentation de la porosité là, dans la connexion urbaine d'un quartier à l'autre, qui est quelque chose qui manque définitivement de ce point de vue-là. Donc à l'intérieur, ce même motif nous permettait aussi de filtrer bien sûr la lumière, d'amener à découvrir finalement des superbes vues sur la haute ville de Québec une fois qu'on est rendu au centre finalement de cette rivière. Et on sent aussi une certaine inspiration des ponts couverts, là, qui était quelque chose en fait qui nous inspirait beaucoup à ce moment-là. Donc c'est des ponts qu'on retrouve dans plusieurs villages au Québec. Et en fait, c'est né d'une logique de protection des intempéries. Donc vous savez, à Québec, il neige beaucoup. Donc cette idée de protection en fait était derrière l'organisation, si vous voulez, de la passerelle. Il y avait toute une réflexion aussi sur une espèce de dalle chauffante qui permettrait de s'activer au moment où il y a de la neige à travers des senseurs. Tout ça est en mise en brevet avec les ingénieurs, donc je ne rentrerai pas trop nécessairement dans les détails. Mais ce qui est quand même, somme toute, incroyable à travers cette idée du BFUP structural, c'est qu'on avait finalement une portée de 55 mètres à faire. Et en fait, on est en mesure d'arriver, ou en fait de limiter l'épaisseur de la structure à finalement 10 cm d'épaisseur dans son treillis principal et 5 cm finalement dans la subdivision interne, qui est cette espèce de double pot qui vient simplement fusionner à travers le premier treillis. Donc, en fait, ce projet-là est actuellement suit son cours dans les instances municipales, donc tout ça prend nécessairement beaucoup de temps. Mais entre-temps, en fait, ça nous a mené à aller chercher finalement une série de subventions. Une première qui est un regroupement stratégique par le Fonds de la recherche québécoise en nature et technologie pour finalement développer toute cette idée de coffrage complexe. Et aussi, on a été invité à joindre le CRIB, qui est un centre de recherche sur les infrastructures en béton, qui est un regroupement finalement de 5 universités au Québec, afin de poursuivre finalement le développement plus technique de ces coffrages. Et je poursuis aussi une idée dont le développement en fait était mis en place lorsque j'étais à l'ETH chez Grammadio et Collaert, où en fait celle des coffrages finalement complexes qui peuvent être éventuellement réutilisables grâce à l'usinage finalement de formes en cire industrielle. Donc, on voit le fonctionnement qui est somme toute assez simple. Donc, par cette séquence d'images, il suffit finalement de fabriquer, si vous voulez, par fraisage CNC, la forme inverse de ce que l'on a modélisé, si vous voulez, dans un bloc de cire industrielle, pour ensuite l'utiliser comme forme dans le coffrage, pour couler le béton ou éventuellement le BFUP. On peut ensuite décoffrer, faire fondre la cire et recommencer. Et donc, j'ai une étudiante présentement là, à la maîtrise de recherche qui exploite en fait ces possibilités, voir en fait comment on arrive à définir cette technique de fabrication, comment on arrive aussi à essayer de comprendre comment la cire se comporte à travers finalement la fabrication, le coulage et la réutilisation. Et on teste donc présentement des qualités de surface possibles avec différentes transpositions, donc de formes, de motifs, de texture, et voir comment finalement les traces qui sont laissées par l'outil lors de la fabrication affectent ou pas le résultat. Et comment éventuellement, comme je disais, on peut transposer cette logique-là à une plus grande échelle, à l'échelle 1-1, pour arriver éventuellement à construire finalement cette passerelle. Donc on n'est pas encore nécessairement arrivé au résultat parfait, mais le projet évolue quand même assez bien. Et on remarque aussi sur l'image de gauche, par exemple, tout l'effort qui est mis en place lors de la fabrication pour, à travers donc une espèce de grande bâche de plastique là, sur laquelle la cire est déposée, pour s'assurer que tous les copeaux en fait, qui sont produits lors de la fabrication sont ensuite réutilisés, donc fondus et réintégrés dans la fabrication. Donc on arrive à finalement générer une fabrication de coffrages qui sont presque en fait sans déchets ou en fait zéro déchet. Donc ça c'est quand même pas mal. Et on a reçu finalement tout récemment une deuxième subvention du Fonds de la recherche québécoise, mais cette fois en sciences
et culture pour en fait aborder la question de toute l'érosion des berges. Donc c'est un grave problème là, au Québec, entre autres avec les grandes marées, avec les glaces qui viennent complètement arracher ces berges-là. Et donc l'utilisation du BFUP qui est non poreux offre une possibilité éventuellement de création finalement de brise-vagues. Et en fait, bien sûr, l'intérêt d'avoir une équipe qui est à la fois ingénieur et à la fois architecte. Mais enfin, on a la partie très technique qui se développe d'un côté et en même temps tout le regard sur le paysage, sur l'espèce d'acceptabilité sociale de ces éléments-là qui peuvent prendre finalement une très grande place dans le projet. Donc, la recherche par l'expérimentation, donc en parallèle à travers, en parallèle des projets que vous venez de voir qui sont, disons, un peu plus collaboratifs et concrets, j'ai des recherches qui sont un peu plus spéculatives et théoriques de l'autre côté qui me permettent finalement, si vous voulez, d'explorer en profondeur certains thèmes, sans nécessairement avoir comme des contraintes très déterminées au début, mais comme une sorte de terrain de jeu finalement de la recherche. Et qui me permet de tester des idées qui m'apparaissent finalement éventuellement assez importantes ou ayant un fort potentiel dans la recherche numérique. Et ça rejoint un peu ce que Abraham Flexner disait, donc qui est le père de l'Institute for Advanced Studies à Princeton, qui écrivait dans son fameux texte qui a lié, en fait, qui a créé l'institut qui s'appelle The Usefulness of Useless Knowledge. Donc, l'utilité d'un savoir inutile, disons, si on le traduit un peu bêtement comme ça. C'est-à-dire finalement de se donner la chance d'explorer des choses qu'on ne sait pas où ça va nous mener, qu'on ne connaît pas exactement la finalité, mais qu'éventuellement, peut-être que ça viendra réinformer, somme toute, un processus plus concret dans le futur, et plus appliqué éventuellement un jour. Et donc, c'est un peu ça qui m'a mené à la prochaine série d'images, donc qui est un projet de recherche sur l'objet architectural, à la limite entre l'objet d'art, presque, que je viens juste en fait de terminer. Donc, depuis ma thèse de doctorat en 2014, je m'intéresse beaucoup à l'idée de l'optimisation topologique. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est un processus, en fait, qui est algorithmique, qui permet un calcul itératif de la répartition des charges dans un objet et qui vient finalement éliminer graduellement la matière pour n'en conserver finalement qu'un minimum pour que l'objet puisse arriver à tenir. Donc, bien que ce processus-là soit d'une puissance quand même inouïe, il génère en fait habituellement des géométries au maillage en fait assez complexes, mais qui restent toujours dans une sorte de même langage très fluide, comme on peut le voir aussi ici. Et j'ai donc essayé d'explorer ce potentiel-là à travers une méthode de conception de 4 objets qui sont à la fois similaires et à la fois différents, déposés sur des socles en dialogue avec ce même objet. Et donc, le premier explorait clairement là, simplement, disons, les qualités formelles et spatiales de l'optimisation topologique pure. Et donc, l'ensemble de ces objets partent en fait d'un petit monolithe, sont inspirés d'un petit volume qui est taillé, si vous voulez, d'un point de vue algorithmique, où on enlève de la matière graduellement à travers des coupes, des opérations booléennes soustractives, si vous voulez, ce qui donne en fait l'élément très angulaire qu'on va revoir éventuellement dans les autres images aussi. Et chaque objet aussi tire profit d'une différente technique de fabrication numérique, d'impression 3D, qui est ici une impression en nylon, donc très résistante et éventuellement très précise. Et pour les 3 autres objets, le but était de réfléchir à une série de systèmes qui seraient éventuellement capables d'intégrer ces données structurales et de les exprimer autrement. Donc, un peu comme il avait été fait dans la passerelle en BFUP, mais à une toute autre échelle, en abordant finalement un deuxième thème qui est celui de la haute résolution dans la conception. Donc, vous savez, maintenant, quand on utilise un outil de conception numérique, on peut arriver à modéliser quelque chose d'une précision extrême, mais c'est toujours sa matérialisation qui reste un petit peu plus complexe. Et donc, je voulais essayer de pousser ou de repousser les limites des différentes imprimantes 3D pour aller voir finalement jusqu'où on peut aller chercher cette précision et cette haute résolution dans l'expression et voir ce qui pourrait éventuellement en ressortir à travers une série d'objets. Et donc, on voit ici qu'il y a un système de voxels, donc qui sont des pixels 3D, donc extrêmement précis, là, qui mesurent à peu près 1 mm par voxel, donc 1 mm par 1 mm, et qui s'extrudent finalement de l'objet selon s'ils doivent participer ou non à la structure. Donc, il y a une première optimisation topologique qui est performée sur l'objet, et ensuite, il y a un algorithme de géolocalisation, si vous voulez, qui est capable de comprendre le positionnement des voxels par rapport à la distribution des charges, et est-ce qu'on doit extruder ou pas pour aller trouver finalement une masse, aller générer finalement une structure.
Et donc, tout ce qui est blanc est l'élément finalement le plus extrudé, le plus solide, le plus massif. Et nécessairement, ça vient donner aussi son espèce de coloris qui est appliqué ensuite à travers l'impression 3D là, en poudre de plâtre. Donc, je passe rapidement, c'est des choses peut-être plus éloignées, mais c'est un troisième objet en fait qui intègre les flux structuraux à travers un monolithe. Donc, on voit assez bien l'élément de base qui est très, très angulaire. Cette fois-ci, il est transparent, lisse de l'extérieur, extrêmement travaillé de l'intérieur. Ce qui me permet, en fait, ce qui m'amène à qualifier ce projet ou cette série d'objets de ce qu'on appelle l'objet champ, c'est-à-dire c'est une réflexion qui émerge un peu de l'histoire du numérique, donc de l'interaction entre cette idée de l'objet et cette idée du champ plus large. Et donc cette fois-ci, en fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'idée des différents flux structuraux ne viennent pas nécessairement influencer la forme, mais bien la matérialisation finalement de cet objet par une intégration dans un objet qui est prédéterminé, donc autonome initialement, et la base qui est éventuellement fraisée, la CNC, qui exprime ce rapport au champ. Donc on voit l'espèce de liaison. Et donc, dans ce cas-ci, en fait, c'est comme si les informations de l'optimisation structurale s'étaient en fait dissoutes dans la conception pour réapparaître de façon un peu plus fantomatique dans sa matérialisation. Ce qui se fait à travers un travail d'épaississement, si vous voulez, de la surface intérieure, et une impression 3D par stéréolithographie avec une résine qui est extrêmement transparente, dont la résultante, en fait, se rapproche davantage d'un objet presque de glace plutôt qu'un objet imprimé en plastique. Et finalement, le dernier de cette série d'objets qui se décompose à la fois la forme extérieure et les flux structuraux pour les matérialiser dans une sorte de dentelle extrêmement fine, ou l'organisation complexe donc d'éléments linéaires assez simples, de chaque petite membrure qui fait à peu près 0,5 mm d'épaisseur voilà, chaque, et qui donne à travers une matérialisation en résine translucide, donc une espèce d'effet très évanescent de l'objet. Et ici, en fait, l'algorithme développé remplace finalement la forme de base par un système un peu plus cartésien, où on a finalement les éléments verticaux qui viennent déterminer les limites de la forme et les éléments horizontaux qui sont en fait positionnés selon les résultantes de l'optimisation à travers une boucle de 8500 tours. Donc, c'est quand même un processus assez complexe et assez long qui vise littéralement à générer sa matérialisation. Et bien que c'est peut-être celui qui est le plus simple, ou en fait le plus complexe et le plus petite échelle, c'est probablement cette méthode-là qui pourrait éventuellement nous mener vers une plus grande échelle avec cette mise en place complexe de l'élément linéaire. Et donc, ce projet m'a aussi amené à explorer d'autres possibilités des machines de fabrication numérique et d'autres avenues que ce pourquoi elles ont été initialement conçues. Donc, on voit ici, par exemple, comme l'illustre la vidéo, donc, qui est la fraiseuse CNC, sur laquelle on a développé une espèce de prothèse pour y joindre finalement un crayon et commencer à dessiner numériquement les différentes résultantes du projet, en traçant finalement les lignes fournies par le modèle 3D. Ce qui est en fait... les résultats sont quand même assez fascinants dans le sens où, comme on peut s'y attendre, il y a une sorte d'hyper-précision dans la directionnalité de la ligne. Bien sûr, c'est la machine qui la trace. Mais comme c'est une machine qui est en fait pas très subtile, c'est une machine d'usine qui a beaucoup de vibrations, etc., on retrouve finalement cette espèce de tremblement presque de la main dans le dessin. Et donc, on s'éloigne finalement de cette pure impression pour arriver à retrouver finalement quelque chose d'un peu étrangement familier à travers cette texture qui est somme toute assez riche dans le travail du dessin. Donc, tout ça est en exposition présentement à Québec. Donc, si jamais vous passez par là cet été, vous êtes les bienvenus à voir ça. Et cette image, en fait, vous permet peut-être de mieux comprendre les formes angulaires d'où tout ça émerge et l'échelle un peu de ces objets là, qui partent à peu près 25 cm de hauteur par chaque. Donc, qui permet en fait d'aller vraiment exploiter cette logique de fabrication en haute résolution. Donc, je termine en fait avec la dernière partie de la conférence qui portera sur ce que j'appelle, disons, la recherche sur la pratique. Donc, j'ai toujours été fasciné par différentes méthodes de conception que certains architectes arrivent à mettre en place dans leur pratique et à développer. Et en fait, j'utilise un peu ma position académique, c'est-à-dire un peu hors de cette pratique-là, pour me permettre certaines incursions dans l'œuvre éventuellement de quelqu'un, pour mieux comprendre le processus, puis éventuellement le contexte dans lequel l'œuvre s'inscrit, donc qui est parfois un contexte historique, parfois théorique, des fois conceptuel et naturel.
Donc, je débute ici avec le projet des Chambres Blanches, un projet que j'ai fait en collaboration avec l'atelier Pierre Thibault. Donc, Pierre, si jamais tu veux interagir, libre à toi. Et donc, c'est une exposition où, en fait, j'étais le commissaire. Donc, on voit la couverture là, du catalogue. Et donc, dès le début, c'était très clair pour nous qu'on abordait ce projet-là comme étant une sorte d'expérimentation créative en laboratoire. Et le but était en fait de distiller et éventuellement isoler finalement les qualités architecturales des projets de l'atelier Pierre Thibault. Pas nécessairement pour créer un espèce de descriptif très très précis, mais plutôt pour développer une compréhension approfondie de ça qui mènerait éventuellement à la conception de petites architectures assez simples où ces caractéristiques éventuellement arriveraient à s'exprimer de façon à la fois singulière et individuelle. Donc, chaque expérimentation créative résultait en un petit objet spatial qui allait éventuellement matérialiser une qualité précise. Et donc, on pourrait éventuellement parler des résultats comme des petites architectures absolues, pas nécessairement dans le sens de la pureté, mais bien dans le sens de leur expression au point de vue de leur autonomie, au point de vue, en fait, d'un objet comme étant un objet maintenant isolé et autonome. Et donc, ces projets expriment bien sûr certains moments vont s'exprimer par des gestes formels. Donc, des fois, c'est le plan, la boîte, la pente, la tour. Des fois, c'est des caractéristiques spatiales, donc des ouvertures, des compressions d'espace, une gradation de tout ça, le rapport entre la massivité et la légèreté, et éventuellement, voire même des actions où on amenait les gens à monter, à regarder, à entendre, à se coucher, etc. Et la démarche, en fait, on se rend compte à travers le travail que ça devient assez cohérent quand, à travers cette idée d'itération progressive, où chaque idée vient qu'à se préciser et se bonifier à travers une sorte d'évolution. Et on voit, en fait, les interventions isolées qui commencent à dialoguer par regroupement, si vous voulez. Donc, on les met par un dialogue par juxtaposition. Et on obtient une sorte de liste, ou plutôt une collection, si vous voulez, de chambres blanches, dont la mise en exposition donc, amène cette idée de répétition variable autour d'un même thème. Et on voit l'exposition qui a été faite en 2015 au Jardin de Métis, en Gaspésie, où le dispositif d'exposition était vraiment fait en sorte, en fait, amené à se plonger littéralement dans les détails de la maquette. Et donc, au-delà de ces mêmes maquettes, certaines chambres blanches ont été sélectionnées pour ensuite être réalisées donc, dans l'environnement naturel presque vierge du parc de la rivière Métis. Et donc, l'actualisation finalement de la maquette, si vous voulez, qui était en installation architecturale, conditionne finalement un nouveau cycle de conception et de découverte de ce que peut éventuellement apporter le projet. Et donc, ce qui était alors juste un potentiel devient une sorte de réalité tangible. Donc, le simple plan de carton qui nous menait dans la réflexion très laboratoire vient qu'à se subdiviser dans un assemblage finalement plus élaboré où les madriers viennent qu'à agir comme support, comme mur, comme plancher. Donc là, on le voit par exemple ici, c'était une petite chambre où on était appelé à avoir une espèce de contraction spatiale. Donc, on est dans un environnement naturel très, très ouvert. Et là, soudainement, il y a un objet artificiel qui vient comprimer, qui nous amène à s'élever dans l'espace, qui nous amène à voir une vue qui était finalement inaccessible de par la végétation. Et donc, toute cette recherche matérielle sur les détails de la menuiserie, si vous voulez, permet non seulement de construire cet artefact qui est à la base plus spéculatif, mais vient aussi créer des dispositifs donc, capables de produire différents effets architecturaux. Donc, juste de rentrer dans cet environnement complètement blanc alors qu'on est entouré d'une nature luxuriante. Il y a un contraste là quand même assez intéressant à pousser. Et donc, on se promène et on découvre par exemple sur le bord de l'eau et sur l'horizon des installations qui viennent complètement contraster de par leur couleur, de par leur forme, à travers le paysage. Et donc, c'est des architectures qui sont, somme toute, assez simples, mais qui sont passées finalement d'une expérimentation en laboratoire à un petit projet implanté au milieu de la Gaspésie et qui génère finalement ces nouveaux environnements menant une sorte de contemplation très, très intime de la nature, là, donc quelque chose qui résonne nécessairement très bien avec l'œuvre de Pierre. Et finalement, le dernier projet, qui je viens tout juste en fait de terminer là, au mois d'avril à Québec, qui se nomme en fait la bibliothèque d'Alfred Neumann. Donc d'abord, qui est Alfred Neumann? En fait, c'est quelqu'un qui étudie dans les années 20 à l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, d'où il provient, pour ensuite devenir un élève de Peter Behrens et d'Auguste Perret,
et il est universellement connu en fait pour ses travaux de système de compactage spatial, ce qu'on appelle en fait du space packing en anglais, et qui serait exprimé donc à travers une sorte de théorie des morphologies d'agrégation modulaire qu'il va développer dans sa carrière. Et donc, il va enseigner au Technion à Haïfa, en Israël, et laisser sa marque à travers une série de projets en collaboration avec des anciens étudiants, dont Zvi Eker, qui en fait pratique toujours à Berlin, là, dans les 80 avancés, mais quand même toujours très actif. Et qui inclut en fait l'hôtel de ville de Bat Yam, qu'on voit ici sur la carte postale, et les appartements du binaire qu'on va voir un peu plus tard dans les diapositives. Donc, c'est au tournant des années 1960 que tout ça se passe. Et par la suite, Alfred Neumann va être invité à enseigner d'abord comme professeur invité et ensuite va devenir professeur complet, si vous voulez, et directeur de maîtrise à l'école d'architecture de l'Université Laval, d'où le lien finalement entre lui et moi. Et en fait, il y arrive en 62 et il y reste jusqu'à sa mort en 1968. Et donc, récemment, il y a eu un legs de sa bibliothèque personnelle à l'école. Et donc, mon collègue Georges Tessot et moi-même avons mis sur pied donc, un projet de valorisation de son œuvre. Et ce projet, en fait, a été catalysé par la découverte de documents, somme toute, assez surprenants dans ses archives et dans ce legs, dont ce dessin, en fait, d'une unité de mobilier de rangement modulaire qui n'a jamais été réalisée et qui nous a poussé éventuellement à faire l'exposition en réalisant, bien sûr, un meuble inspiré du dessin. Et quand on regarde, on comprend très bien cette logique de space packing, donc avec des polyèdres qui s'accumulent. Et quand on commence à analyser, en fait, le projet, ou en fait, le mobilier, on se rend compte qu'il y a une série de variations. Et donc, on a pris la section qui exprimait davantage ces variations-là. Donc, c'est presque un paramétrisme avant l'âge, où finalement, on a des éléments qui sont pleins, des éléments qui sont cadrés avec une vitrine, des éléments qui s'extrudent et tout ça. Donc, on a une série de variations sur, encore une fois, un même thème du polyèdre. Et donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que pour passer notre dessin extrêmement préliminaire, là, comme on le voyait ici, où il y a que ça comme information. Mais en fait, j'ai eu la chance donc, de modéliser cette chose, de commencer à réfléchir sur les détails d'assemblage, sur le renforcement éventuellement de la structure, parce que ce meuble-là n'était pas nécessairement fait pour accueillir une bibliothèque. Donc, il y a toute l'intervention finalement de l'introduction d'éléments plexiglas qui permettent de à la fois tenir les livres, à la fois de le renforcer en structure et qui finalement apparaissent presque pas à la fin, donc qui restent complètement je dirais dans la logique de l'œuvre de Neumann. Et aussi, comme on le voit sur cette photo qui a été prise lors de l'exposition donc le mois dernier, il y a une sorte de triple mise en abîme qui se crée, qui est quand même assez intéressante. Donc, il y a le catalogue, qu'on voit, le petit livre blanc qu'on va voir un peu plus tard, qui se nomme La bibliothèque d'Alfred Neumann, qui est positionné dans le meuble de la bibliothèque, avec la bibliothèque d'Alfred Neumann, c'est-à-dire tous ses livres personnels. Donc, il y a une espèce de jeu là qui est, somme toute, très, très pertinent. Et un autre aspect qui était intéressant pour nous, c'était d'avoir accès un peu à sa collection de livres personnels qui nous permettent en fait de mieux saisir d'où il vient d'un point de vue contextuel et intellectuel. Et on comprend en fait toute l'influence viennoise des grandes années, donc avec des livres là, assez intéressants comme celui, un vieux livre d'Adolf Loos. On a toutes les Die Fackel de Karl Kraus. Et bien sûr, on fait énormément d'ouvrages sur toute sa compréhension approfondie des problèmes d'organisation spatiale complexe. Donc, bien sûr, lui, il faisait ça à la main. Nous, maintenant, on a les outils qui nous aident à mieux saisir ça spatialement et à accélérer le processus. Et on voit, en fait, l'essai sur le rythme là, de Mattila Gica, un livre très, très important dans sa compréhension. Et d'autres documents d'exception, là, donc un exemplaire du Modular 2 dédicacé personnellement de Corbu à Neumann à Jérusalem en 1956. Donc définitivement une très belle pièce de la collection. Et on a aussi trouvé en fait toutes les diapositives avec lesquelles Neumann donnait ses cours à l'école d'architecture dans les années 60. Donc il devient en fait des documents assez fascinants au point de vue des archives. Et qui, pour en fait la jeune génération, dont je peux dire que je fais encore partie, c'est quelque chose d'assez incroyable que de se pencher finalement sur une table lumineuse pour regarder une diapositive.
pour nous, une diapositive, c'est une page de PowerPoint. Donc là, nécessairement, il y a toute cette ouverture vers en fait, une ancienne technologie, mais qui, somme toute, est quand même très riche en potentiel d'immersion. Et en fait, ces éléments nous permettent aussi de vraiment comprendre toutes les manipulations polyédriques que Neumann est en mesure de faire et sa réflexion, donc, à la fois formelle et spatiale, qui menait finalement à la réalisation de grandes architectures. Donc, une autre photo de l'exposition en voyant le derrière du meuble, certains documents d'archives aussi, donc on voit le dessin au mur, la projection des diapos. En fait, c'est une expo qui voyagera éventuellement au Technion, donc qui va revenir à sa base pour éventuellement revenir à Laval pour s'ancrer dans le futur. Et on voit le catalogue aussi qui vient tout juste d'être publié. Avec bien sûr un texte de mon collègue Georges Tessot, une conférence inédite en fait qu'on a trouvée dans les archives aussi. On a trouvé le tapuscrit de la conférence qui a été donnée au début des années 60 sur l'architecture de la morphologie. En fait, les images qui sont en fait les projections des diapos. Donc, on a essayé de reproduire un peu cette logique de comment, qu'est-ce qu'on aurait vu éventuellement si on avait suivi les cours de Neumann dans ces années 60. Donc, encore une fois, aucune retouche sur l'image, vraiment la diapo pure sur fond noir. Et éventuellement, un texte de ma part qui est intitulé Écume polyédrique, donc des combinaisons pré-numériques au post-paramétrique, où en fait, je resitue l'importance de Neumann et de ses collègues qui sont finalement à la source d'une série d'explorations numériques d'architecture qui utilisent donc les agrégations spatiales. Donc, il y a bien sûr eu toute la vague avec les algorithmes de Voronoi que vous avez peut-être déjà vu ou entendu. Le projet Grotto de Aranda LH qui a marqué les esprits là, à un certain moment au début des années 2000. Et voire même les nouveaux projets qui se nomment en fait post-numérique. C'est un mot très très à la mode en Amérique. Là. Je ne sais pas si ça s'est rendu ici encore. Mais donc, avec tous les travaux, entre autres de Bureau Spectaculaire, qui est à Los Angeles présentement, qui développe ces logiques d'agrégation. Et en même temps, on retrouve des résonances dans des projets qui sont extrêmement connus, comme le Water Cube pour les Jeux olympiques de Pékin, et même le Taichung Opera House de Toyo Ito récemment. Et en fait, j'essaie d'exprimer à travers ça tout le potentiel architectural d'une telle démarche polyédrique qui prend racine finalement dans une histoire des années finalement 60 et voir comment le numérique peut arriver finalement à actualiser ces idées-là à travers finalement des nouveaux moyens et des nouveaux moyens de conception et éventuellement des nouveaux moyens de production, donc à travers cette recherche sur la pratique. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, c'était très riche, très varié, et ça nous a permis de voir qu'au travers donc, de cette pratique, l'outil numérique permet de faire évoluer la recherche et, donc, en architecture et le métier d'architecte. On peut voir ainsi que la recherche en architecture a plusieurs facettes. Il y a donc cet outil numérique qui permet d'expérimenter, il y a également donc, cette pratique du métier également, et l'enseignement, donc toutes ces facettes-là. Et j'aurais peut-être comme question pour des futurs architectes, un petit peu de voir est-ce que cet outil en fait est nécessaire ou même vraiment, oui, est-il même pas indispensable à la pratique actuelle du métier d'architecte, cet outil numérique? Bien sûr. oui, tout à fait. C'est un outil qui est en fait, c'est un outil indispensable. Mais qui offre en fait différentes possibilités. C'est-à-dire que, bien sûr, moi j'ai fait la thèse sur l'émergence du numérique en architecture, donc à travers des regards à la fois philosophiques, naturels, biologiques, des systèmes de complexes et tout ça, et comment tout ça s'intègre dans l'architecture. Donc, il y a toute une pensée derrière ça, qui, en fait, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants. Et bien sûr, l'outil nous permet de concrétiser cette chose. Mais en même temps, en parallèle à ça, si on n'est pas 100%, disons, dans ce jeu ou dans cette conception numérique, ben, l'outil peut tout de même aider à faire énormément de choses dans une agence. J'ai beaucoup, en fait, de mes étudiants qui vont travailler dans les agences à l'international, et c'est toujours l'outil, en fait, qui va être mis de l'avant. Donc, toujours, bien sûr, Rhino, mais surtout Grasshopper au point de vue de l'automatisation, par exemple, de certaines tâches.
sur la gestion de modèles assez complexes, sur les possibilités de fabriquer ces choses-là. Pour moi, c'est quelque chose que, en fait, moi, je fais tout avec cet outil maintenant. Donc, ça peut bien sûr donner des formes un peu hors normes, des trucs extrêmement complexes et variables, mais en même temps, on peut à la fois l'intégrer dans des logiques hyper rigides, hyper strictes, très minimales aussi jusqu'à un certain point. Donc, ça peut être vu comme étant une globalité, mais ça peut aussi être vu comme étant un outil qui aide à la pensée et à l'évolution de l'architecte. Merci beaucoup. Il y a sur les questions des étudiants, des professionnels peut-être. Jacques, non? Non, Jacques, il se retient. Ah oui, c'est ça. Mais il aurait plein de questions. Moi, je veux juste une remarque. D'abord, merci beaucoup pour ce que vous nous avez présenté. Moi, je ne veux pas dire que je suis rassuré, mais je suis content d'une certaine façon parce qu'au niveau de notre école à Montpellier, on a mis en place un Fab Lab. Et très honnêtement, on l'a mis en place d'une manière très intuitive, en se disant c'est sûr qu'à un moment, il faudra et on y va. Et on voit bien, et c'est en ça que je vous remercie, parce qu'on voit très bien ce qu'on peut en faire, et on voit très bien ce qu'on n'en fait pas de nous actuellement. Alors c'est pas du tout une critique sur ce qui existe, parce que je pense qu'il y a un temps, on va dire, d'incubation, appelons ça comme ça, mais moi je vois bien, et j'espère de ce point de vue-là d'ailleurs que votre intervention, alors non pas permettra à des enseignants qui sont là, parce que les enseignants qui sont là, ils sont acquis, je pense, à ce genre de démarche. Et je pense que nous, ça va nous obliger à aller beaucoup plus loin que la simple approche, la simple facilité qu'on peut avoir dans la fabrication aussi je veux dire, de maquettes ou d'objets, mais que ça va nous permettre de créer un lien encore plus fort, et évidemment lié avec la recherche, mais surtout lié avec l'enseignement et avec une forme de modélisation. Donc merci au moins de m'avoir conforté. J'en avais pas trop besoin, mais je le dis par rapport aux gens qui sont derrière, et surtout avec cette possibilité d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du Fab Lab, qui sinon peut rester complètement en marge. Oh oui, tout à fait. Complètement marginal dans une école. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce produit de luxe, cet objet de luxe qui fabrique des tas de trucs, mais sans lien direct. Donc, tout à fait. Mais je crois que vous avez été visiter le Fab Lab. Je ne l'ai pas vu en tant que tel, mais on est passé tout c'est une faute professionnelle, ça. Je suis désolé, mais vous serez tensé certainement. Mais merci d'avoir été honnête dans votre démarche, etc. Merci beaucoup. Voilà, c'était juste une remarque. Mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, comme je disais, ce qui est parti d'une contrainte est devenu une force à travers l'utilisation des étudiants dans le Fab Lab. Parce que finalement, un prof peut marteler un message, mais quand le message se passe d'un étudiant à l'autre, des fois, il passe peut-être plus facilement aussi. Et donc, ça permet aussi de percoler à travers l'ensemble de l'école. Et en fait, on voyait un changement très... en fait, comme un clash au début. Et en fait, maintenant, on voit ces éléments-là qui se retrouvent dans l'ensemble des projets, qu'ils soient en fait extrêmement numériques ou pas. Donc, ça passe par cette notion d'expérimentation, de prototypage. Et quand on a une infrastructure qui le permet, ça facilite énormément les choses. Je voulais juste te dire que ce qui apparaît clairement, pour comparer aussi avec notre école de Marseille, c'est que derrière les machines, il faut des hommes et des enseignants, et que c'est pas juste l'outil pour faire une plus belle maquette, plus rapide, plus parfaite que celle qui serait faite à la main, et une réflexion aussi derrière ces outils sur ce qu'on veut en faire, et donc l'expérimentation et la recherche totalement sont une évidence en fait, très importante. Donc, ce que je trouve aussi, c'est que vous avez mis en place, ce que je trouve important et intéressant et instructif pour nous, c'est que vous avez mis en place aussi les moyens. Vous avez parlé des réseaux, enfin vous avez commencé en montrant le scan des étudiants qui participent et en nous montrant toutes les différentes facettes, pour reprendre votre figure de ces volumes que vous nous avez montrés, toutes les facettes en fait des relations entre recherche, projet et ces machines. Et ça, c'était la première chose que je voulais dire et saluer et dire que ça nous permet, voilà, ça devient un peu une boussole pour nous. Et l'autre chose que je voulais poser comme question, c'est que finalement, en générant un certain nombre, plus pour parler de la partie sur les volumes, vous avez du coup généré ces formes à partir de données. Donc c'est finalement un énorme pouvoir par
rapport à d'autres. Donc je pense que d'autres formes, d'autres manières de faire du projet, de générer des volumes, et c'est ça peut-être qui peut faire aussi peur et inquiéter, et dans l'usage des machines qui sont peut-être des fois aussi réduites à celui qui va savoir utiliser tout ça. Et donc je pense que là aussi il y a besoin d'enseignants, de recherche. Et je voudrais savoir si parfois dans les données, vous avez parlé par exemple du pont, il y a beaucoup de données qui sont liées à des physiques, aux résistances, etc. Et est-ce que parfois vous utilisez d'autres types de données qui seraient peut-être des données plus sensibles ou plus, vous voyez, moins de l'ordre de la mécanique des forces, mais sans dire que c'est mieux ou pas bien. Oui, tout à fait. Ben, éventuellement, quand on développe des projets, disons à plus grande échelle, on va faire énormément d'analyses de sites avec ces outils-là. Donc, ça peut être des flux urbains, ça peut être des données de vent. On le voyait dans la présentation de M. Olivet, c'est ça? Donc, ces éléments-là, en fait, qui étaient à la base un peu réservés à l'ingénieur, disons, nous permet tranquillement, en fait, je dirais, on ne devient pas des spécialistes dans ça, c'est clair. Mais on développe ce qu'on appelle des règles du pouce. Donc, on est capable de voir un peu cette logique. Et en manipulant ces données, en fait, ça vient informer à la fois la forme, à la fois l'espace, à la fois la réflexion, l'imagination de projet. Donc oui, on essaie de viser assez large. Bien sûr, moi, personnellement, les données structurales sont l'élément dans lequel j'y trouve un peu plus mon compte, puis je pousse sur cette chose-là. Mais en fait, un paramètre, ça peut être n'importe quoi. Donc, bien sûr, il y a énormément d'éléments d'informations qui entrent dans ce processus-là. Mais sinon, pour revenir à la première partie de votre question, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte assez rapidement que, en fait, on achète, par exemple, on amène une machine, même si ce n'est pas une machine qui coûte une fortune, et on dit, voici, on donne ça aux étudiants, voici ce que ça peut faire. Mais la première chose que l'étudiant va faire, c'est faire l'inverse de ce qu'elle peut faire. Donc, ils vont tout de suite, en fait, essayer de l'amener ailleurs. Et donc, ça n'a pas besoin, éventuellement, pour avoir une sorte d'émergence, d'avoir une infrastructure qui est très lourde. Simplement avec l'idée de l'imagination sur cette petite infrastructure, cette petite machine, nous amène à tout de suite réfléchir à un point de vue recherche et projet donc dans cette voie-là. Donc, je dirais que c'est un peu la force derrière des Fab Labs dans les écoles d'architecture, parce que finalement, il n'y a pas... c'est pas toutes les écoles d'architecture qui ont des immenses budgets. Nous, on se compare nécessairement aux États-Unis, où là, tu as toutes des universités privées, où, comme je disais, on se compare, on regarde les meilleurs pour se diriger, et on se compare avec les moins bons pour se consoler, mais donc, on voit ce qui se passe dans certaines méga-écoles, et on se dit, bon, on n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, et comment on peut créer cette espèce d'émergence et cette force au cœur de l'école. Voilà. Simplement un commentaire. En fait, c'est ça. C'est là qu'on voit que les budgets, c'est pas nécessairement ce qui fait qu'on arrive à aller au-delà. Donc, Samuel a cette capacité, je parle d'être un agrégateur des étudiants, et entre eux, ils continuent à développer cette idée d'explorer, d'aller au-delà de ce que même les machines étaient prévues pour faire initialement. Donc, je pense que par des nombreuses expositions, présentations, on comprend cette démarche de recherche, et les étudiants deviennent eux-mêmes, je dirais presque des ambassadeurs de cette façon de faire. Alors, c'est là qu'on voit que les humains derrière les machines sont encore très importants. Ah, tout à fait, tout à fait. Et ça crée en fait des agents de changement. Parce que souvent, la question que j'ai lorsque je présente mon cours, ils me disent, oui, mais quelle agence vont m'engager pour ça? Je dis, mais aller à l'étranger, ils vont vous engager parce que vous connaissez ça. Mais disons, au Québec, c'est à vous d'amener ce changement-là dans l'agence. Donc, ce ne sera jamais le patron qui va dire, ah, mais il faut utiliser absolument cette nouvelle technologie-là. C'est souvent le jeune qui sort de l'école, l'étudiant qui a ses capacités, qui dit, mais voici ce que je peux faire avec ça, et voici éventuellement comment on peut essayer de l'intégrer dans une agence. Donc, le pouvoir est aux étudiants, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Du moins au Québec, c'est ça. C'est ça. Je voudrais juste remercier
vraiment Samuel qui est allé aussi convoquer peut-être l'initiateur du paramétrique avec Alfred Neumann. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était quelqu'un qui avait aussi enseigné à l'intérieur de votre école. Et ça, je trouve ça assez remarquable de mettre en avant aussi un enseignement passé pour démontrer qu'en fait, la genèse peut-être du paramétrique, il est issu de là. Et c'est vrai que ces recherches, elles peuvent être aussi tout à fait actuelles dans le développement tout simplement de la retrouvaille des cours qui pouvaient être enseignés à l'époque et de la portée peut-être qu'on n'en percevait pas à l'époque, mais qu'on en retrouve aussi aujourd'hui. Donc de partir de la genèse à l'actualité autour de cette question de l'expérimentation sur le paramétrique, j'ai trouvé ça remarquable, donc je voulais te le dire. Merci. C'est gentil, merci. Très bien, merci encore Samuel, grand bravo pour tous ces travaux menés. Grande fierté de t'avoir avec nous.